Bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par le CARIFOREF, comment identifier et accompagner la pauvreté chez les apprentis. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir François Gauthier, commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région, Alexandre Joussaume du CFA ITEM de la Sarthe, Dorine Zimanski du CFA BTP de Vendée, Nicolas Morvan de la mission locale d'Angers et enfin Morgane Le Tourneau de la DRETS des Pays de la Loire. Par rapport aux objectifs de ce webinaire, donc on s'est fixé l'objectif de comment détecter les signaux faibles, des retours d'expérience de CFA-OFA, mission locale, qui mettent en œuvre des actions de prévention et d'accompagnement, et puis quelles sont les aides possibles. Je vous propose de partager le support de Monsieur Gauthier. Et de transmettre la parole donc à Monsieur Gauthier. Votre Monsieur micro, Gauthier, vous pouvez démarrer. Votre micro n'est pas activé. Alors, on n'a plus de son, plus d'image. Entre Zoom et Teams, on n'a pas tous les mêmes habitudes d'outils. Monsieur Gauthier, on ne vous entend pas. Il indique clair que son micro est coupé, comme si c'était lui qui avait plus la main, en fait. C'est possible? Normalement, il est côte, donc normalement, je pense que vous pouvez activer votre micro, Monsieur Gauthier, Oui, c'est bon, effectivement. Merci beaucoup. Il y avait juste un petit problème pour réactiver le micro. Merci beaucoup, Madame Lachaud. Je tiens à remercier le CARIFOREF pour l'organisation de ce webinaire qui est un temps d'échange important sur ce sujet de l'identification et de l'accompagnement de la pauvreté chez les apprentis. Donc, je suis François Gauthier, commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de la région des Pays de la Loire. Je souhaiterais, dans le temps qui m'est imparti, pouvoir revenir auprès de l'ensemble des participants sur quelques éléments clés. D'abord sur la situation de la pauvreté en Pays de la Loire, plus spécifiquement la question de la pauvreté des jeunes, dont les apprentis, et puis ensuite vous redire quelle est l'actualité sur cette question, notamment en s'arrêtant plus particulièrement sur la mise en place d'un dispositif qui s'appelle l'obligation de formation pour les 16-18 ans et la manière dont, dans l'animation régionale que je porte avec les différentes parties prenantes que je réévoquerai par la suite, nous avons souhaité faire de la question justement à la fois du décrochage des apprentis, mais aussi de l'identification et de l'accompagnement de la pauvreté parmi les apprentis, un des enjeux clés de notre feuille de route. Alors, je vais d'abord revenir sur quelques éléments clés sur la situation de la pauvreté en Pays de la Loire. C'est toujours important de savoir de quoi on parle et quelle est la situation relative aussi des Pays de la Loire par rapport à d'autres régions. Je vous ferai ensuite une présentation succincte du pacte des solidarités, pas dans son ensemble, mais en faisant plutôt le focus sur la question des jeunes précaires et sur la question de l'obligation de formation pour les 16-18 ans, et puis vous dire enfin où est-ce qu'on en est dans le déploiement de ce pacte des solidarités et de cette obligation de formation pour les 16-18 ans. Alors d'abord, la question de la pauvreté en Pays de la Loire, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de pauvreté? Alors je ne vais pas vous faire un cours complet sur la question de la pauvreté, l'idée c'est juste de vous partager quelques éléments clés. Ce qu'on va regarder dans les quelques minutes qui sont devant nous, c'est la question de la pauvreté monétaire. Il y a différentes manières de parler de la pauvreté, mais la donnée clé qu'on utilise en France avec l'appui de l'INSEE, c'est la question de la pauvreté monétaire. Qu'est-ce que c'est être pauvre concrètement, y compris pour un jeune? C'est la question d'être en deçà d'un seuil qui est fixé en deçà de 60% du revenu médian. Donc ce seuil, concrètement en France, pour une personne seule, qu'elle soit jeune, apprentie ou adulte, il est de 1 158 € pour une personne seule et pour une personne en couple de 1 737 €. En France, le taux de pauvreté pour la population générale, il est de 14,5%. On va voir qu'en Pays de la Loire, et singulièrement pour les jeunes en Pays de la Loire, la situation elle est un petit peu différente. Il y a néanmoins d'autres manières d'appréhender la question de la pauvreté, et c'est un point important, je pense, dans la question de l'identification et de l'accompagnement des apprentis en situation de pauvreté, c'est aussi de regarder la question de la pauvreté en conditions de vie. Là, on parle de la question de la privation matérielle et sociale.
Qu'est-ce que la privation matérielle et sociale? C'est de ne pas pouvoir couvrir un certain nombre de dépenses. Et ça doit être pour vous un des signaux faibles, un indicateur de repérage d'une situation de pauvreté pour un apprenti. J'en ai cité quelques-unes ici. C'est comme, par exemple, pouvoir chauffer son logement à la bonne température, s'acheter des vêtements neufs, accéder à Internet ou encore se réunir avec des amis autour d'un repas au moins une fois par mois. C'est des indicateurs parmi d'autres, mais quand on parle de pauvreté en conditions de vie, ça peut faire partie des signaux qui peuvent permettre de détecter une situation de pauvreté. Mais si on va un cran au-delà, y compris pour les apprentis, on peut avoir d'autres approches de la pauvreté, par exemple en s'appuyant sur la question des minima sociaux et des prestations sociales, ou encore sur la question du sans-abrisme et du mal-logement, ou du recours aux associations caritatives. On sait depuis en particulier cette rentrée 2023 avec l'interpellation des Restos du Cœur sur la question de la précarité alimentaire, que c'est un sujet évidemment aussi pour les jeunes, qu'on travaille de manière étroite avec le rectorat et la BRETS sur la question de la précarité alimentaire étudiante. Alors, je propose d'avancer pour qu'on regarde où on en est concrètement au niveau des Pays de la Loire en matière de pauvreté, puis on va faire un zoom progressif sur la question de la pauvreté des jeunes et parmi aussi les apprentis en Pays de la Loire. Alors, je vous disais que le taux de pauvreté en France, il est de 14,5%. Pour ce qui est des Pays de la Loire, ce taux de pauvreté, il est de 10,5%, ce qui fait de la région des Pays de la Loire, la région en termes relatifs, qui est la moins pauvre de France. Alors ça, c'est plutôt, on peut se dire, une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a une pauvreté qui est moins marquée que dans d'autres régions. Néanmoins, si on avance sur la slide suivante, on voit que la situation, elle est assez différenciée aussi en fonction des départements en Pays de la Loire. Si on voulait être très, très schématique, on a le département qui a le taux de pauvreté le plus faible de France, c'est la Vendée avec 8,9%, et à l'inverse, dans la région, on a un département où le taux de pauvreté est plus marqué avec 12,9% pour la Sarthe. Pour les autres départements, donc on a 11% en Mayenne, 11,1% en Maine-et-Loire et 10% en Loire-Atlantique. J'en profite d'ailleurs là, j'ai remis un lien sur cette slide, hein, les documents pourront évidemment vous être diffusés, pour vous inviter à, si vous souhaitez approfondir cette question, à consulter le panorama de la pauvreté dans les Pays de la Loire qui a été présenté conjointement avec l'INSEE dans le cadre du Pacte des solidarités le 3 octobre dernier et qui présente d'ailleurs un certain nombre de profils sociodémographiques dont la question des jeunes. Alors, pareil, pour avancer un peu, je vous ai redonné quelques éléments plus précis par la suite sur la situation à la maille de chaque EPCI. Donc, je ne vais pas m'y appesantir trop longtemps, mais on voit qu'évidemment, la pauvreté est la plus marquée au sein des agglomérations pour ce qui est du Mans métropole, mais on a aussi des taux qui sont relativement élevés, même si c'est moins que la moyenne nationale à Angers ou à Nantes. Mais on repère aussi, et c'est un des enjeux qu'on a porté au niveau du portage du pacte des solidarités au niveau régional, des EPCI situés plutôt en zone rurale qui sont également exposés au phénomène de pauvreté. Alors pour avancer, si on va un peu au-delà de ce chiffre de 10,5% de taux de pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire en termes de nombre de personnes concernées en Pays de la Loire? Eh bien, ce sont 400 000 personnes qui sont en situation de pauvreté en Pays de la Loire, dont 120 000 enfants. Donc là, je vous ai redonné quelques éléments clés sur la répartition géographique, mais je propose de ne pas trop s'y arrêter pour pouvoir avancer sur la suite de la présentation. Alors, la caractérisation ensuite des phénomène qui nous permet aussi un peu d'éclairer sur la question des apprentis et des jeunes. Alors, on a d'abord un enjeu très fort, comme dans d'autres régions, sur la question des familles monoparentales. Ce sont les familles monoparentales qui sont les plus exposées au phénomène de pauvreté. Vous avez le point de référence de 10,5%. Pour les familles monoparentales, en Pays de la Loire, 26,9% monoparentales sont exposées à la pauvreté. Donc, c'est évidemment un des indicateurs forts. Mais si on va sur deux autres indicateurs qui nous interpellent aussi sur notre conférence d'aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'avoir un emploi, y compris être apprenti, avoir dans une moindre mesure être propriétaire de son logement, eh bien, n'évite pas toujours les situations de pauvreté. Alors ça, il y a un chiffre qui est intéressant à voir dans l'étude récente de l'INSEE, et que près de 20% des ménages en situation de pauvreté sont insérés sur le marché du travail. Pour ça, il y a un des indicateurs, je sais que c'est un sujet pour la question des apprentis, qui est de regarder la question de la prime d'activité. Alors, la prime d'activité, pour vous donner un point de repère, en Pays de la Loire, elle couvre 13,3% de la population. C'est une prestation qui vise à soutenir le pouvoir d'achat des personnes qui ont des revenus modestes.
Si maintenant on va sur la question de la population des moins de 30 ans, donc des jeunes dans leur entièreté, hein, quel que soit leur statut au regard soit de l'étude, soit au regard de l'emploi. Eh bien là aussi, les moins de 30 ans sont plus exposés en Pays de la Loire au phénomène de pauvreté. Le taux de pauvreté en Pays de la Loire des moins de 30 ans, il est de 17,5%. Et donc évidemment, ça nous interpelle quant à la manière de construire nos instruments de politique publique et de mieux accompagner les jeunes en situation de précarité. Alors, dernier point sur la slide suivante pour vous redresser ce panorama rapide de la pauvreté et de la pauvreté des jeunes. Il faut savoir qu'on a quand même un système de protection sociale qui fonctionne bien en France et en particulier en Pays de la Loire, qui fait que du fait de nos prestations sociales, qu'il s'agisse du RSA, de l'allocation adulte handicapé, de la prime d'activité, des bourses sur critères sociaux ou d'autres dispositifs comme les aides personnelles au logement, eh bien, on a 245 000 personnes qui, en Pays de la Loire, ne sont pas en situation de pauvreté du fait du système de redistribution. Alors ça doit nous interpeller sur la question de comment répondre et comment mieux accompagner les apprentis aussi face à un risque de bascule dans la pauvreté ou de rester dans une situation de pauvreté, sur un point, qui est la question du non-recours aux droits sociaux. C'est un des enjeux forts qui est porté dans le cadre du pacte des solidarités, qui est la nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté du gouvernement, qui est de lutter contre le non-recours aux droits sociaux. Alors, sans parler directement de la situation des apprentis, on sait que, par exemple, pour les bénéficiaires du RSA, il y a 35% de non-recours. Mais si je vais sur une autre prestation qui peut, par contre, accompagner des apprentis qui ont un logement et qui sont parfois en situation de précarité énergétique, on sait que dans la région, le taux de non-recours au chèque énergie, il est de l'ordre de 25%. Donc là, je vous ai remis, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, quelques chiffres clés sur la protection sociale en Pays de la Loire. Je vous ai remis aussi des chiffres sur la question du contrat d'engagement jeune, sur ce volet-là plus spécifiquement. Alors, je propose qu'on avance maintenant pour que je vous présente les quelques éléments clés du pacte des solidarités. Donc, c'est sur la slide juste après. Claire, merci beaucoup. Donc, pour vous redonner un peu la philosophie de ce pacte des solidarités et la manière dont la question de l'accompagnement des jeunes, mais également des apprentis, est pris en compte dans ce pacte des solidarités. Alors, le pacte des solidarités, c'est donc, je vous disais, la nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté du gouvernement. C'est 25 mesures au niveau national qui totalisent près de 20 milliards d'euros sur la période 2024-2027. C'est un budget qui est en augmentation par rapport à la précédente stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et il se décline autour de 4 axes dans une logique de ce qu'on appelle d'investissement social. L'idée étant de dire, ce que je vous ai dit juste avant, c'est évidemment important, la lutte contre la pauvreté monétaire, comment est-ce qu'on lutte contre la pauvreté en rehaussant le niveau des revenus des personnes en situation de pauvreté. Mais la philosophie de la stratégie pauvreté et du pacte des solidarités, c'est aussi d'aller au-delà de la lutte contre la pauvreté monétaire en mobilisant un certain nombre d'actions, de dispositifs pour lutter plus efficacement, avec une logique peut-être pour vous partager cet élément-là, qui est de se dire on intervient au moment clé et au moment où on a des risques de bascule dans la pauvreté. Alors, de manière très rapide, et puis je m'arrêterai surtout sur le volet qui concerne plus particulièrement les jeunes. Donc, les 4 axes, c'est d'abord un axe numéro 1 sur la question de la prévention et de la lutte contre la pauvreté dès l'enfance, mais aussi des jeunes. Ensuite, on a un axe 2 qui est sur la question de l'amplification de la politique d'accès à l'emploi pour tous, un axe 4 sur la lutte contre la grande exclusion et l'accès aux droits, et un axe 4 qui est sur la question de la transition écologique solidaire. Alors, je vais m'arrêter juste sur quelques points, notamment sur cet axe 1, pour vous dire que concrètement, comment va se mettre en place ce pacte des solidarités. Il y a à la fois des mesures nationales qui sont portées, on pourrait y revenir par exemple sur la question de la petite enfance, mais ce n'est pas l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Mais ce pacte des solidarités, il va aussi se décliner dans un cadre territorialisé, c'est-à-dire dans des contractualisations qui vont être signées entre l'État et le conseil départemental à titre principal, mais aussi dans la région, entre l'État et Nantes Métropole. Dans ce cadre, on a actuellement conduit un travail de diagnostic et on est en train de préparer ces futures contractualisations avec chacun des conseils départementaux dans la région. Et on invite les conseils départementaux, côté État, à déployer des actions contractualisées pour accompagner les jeunes précaires vers l'autonomie. Alors, c'est différents volets en la matière. Ça peut être des actions de développement des modalités d'accueil, de proximité, de repérage et d'aller vers les jeunes en situation de précarité sans solution. Ça peut être aussi l'objectif de développer des actions de remobilisation pour inscrire les jeunes dans des parcours personnalisés,
par exemple réaliser des actions d'animation de proximité pour les jeunes, appuyer les jeunes dans des démarches en matière de recherche de logement. Mais c'est aussi, dans les derniers points que je peux mettre en avant sur ce volet-là, renforcer les modalités de partenariat entre les acteurs pour promouvoir l'autonomie des jeunes. Je ne vais pas vous redétailler, mais ici, voilà, je vais donner quelques exemples, y compris qui concernent les apprentis. Ça, c'est sur le premier axe, et après, je reviendrai sur le volet de l'obligation de formation pour les 16-18 ans. Alors, l'axe 2 de ce pacte des solidarités, il est très imbriqué avec le chantier national de France Travail, qui vise à amplifier la politique d'accès à l'emploi pour tous. Alors, je ne parais pas vous faire une présentation détaillée sur ce volet-là, vous dire qu'il y a 2 points clés à signaler, peut-être 3, et qui font l'interface avec la thématique de notre webinaire. Il y a d'abord, évidemment, la question de pérenniser et de faire grandir des démarches expérimentées, notamment en matière d'insertion des jeunes. J'y reviendrai sur la question de l'obligation de formation pour les 16-18 ans. Et puis l'objectif aussi de déployer ce qu'on appelle le contrat d'engagement pour les jeunes en rupture. Mais au-delà, la philosophie un peu de cet axe 2, c'est de travailler la question de la levée des freins à la reprise d'emploi. Et si je devais en prendre qu'un seul, je crois que ça avait été une des thématiques d'un de vos précédents webinaires, c'est la question de la mobilité, et notamment de ce qu'on appelle la mobilité solidaire à vocation d'insertion professionnelle. Comment est-ce qu'on accompagne des personnes en situation de difficulté face à la mobilité, y compris des apprentis, à la fois dans des actions de diagnostic de mobilité et d'offrir des solutions concrètes par des plateformes de mobilité pour accompagner ces jeunes. Alors, je vous ai juste ensuite refait un focus, mais je ne vais pas trop le détailler. Je pense que Morgane pourra aussi revenir avec moi côté Brett sur le contrat d'engagement pour les jeunes en rupture. Voilà, je propose de ne pas trop m'arrêter là-dessus, mais si vous avez besoin d'éléments, n'hésitez pas. Et je voudrais maintenant réaborder plus spécifiquement la question de l'obligation de formation pour les 16-18 ans. Alors, c'est un dispositif relativement récent, donc j'ai essayé de vous le synthétiser un peu dans ces slides et dans les slides suivantes. L'idée, c'est de vous redonner quelques éléments clés sur ce volet. Alors, c'est une mesure, hein, l'obligation de formation pour les 16-18 ans qui a été introduite en 2019 dans la loi. Je vais vous reciter, alors c'est pas pour être trop long, mais juste l'extrait du Code de l'éducation sur ce volet-là qui explique bien ce qu'est et ce que n'est pas aussi l'obligation de formation pour les 16-18 ans. L'obligation de formation pour les 16-18 ans, eh bien, on estime qu'elle est établie. C'est une obligation qui est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti, on dit bien lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique, ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. Ensuite, ce que nous dit le Code de l'éducation sur ce volet-là, c'est que le contrôle du respect de leurs obligations de formation pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte, de transmission des données placées sous la responsabilité de l'État. L'objectif de cette réforme qui avait été portée notamment par le rapport de Sylvie Charrière, députée sous le précédent quinquennat, ça avait été de porter des actions fortes sur cette question de l'obligation de formation pour les 16-18 ans. Ça vise notamment à cibler un public de jeunes devenus prioritaires et à proposer des dispositifs de remédiation obligeant à développer une offre adaptée et innovante, élaborée de façon collective. L'objectif, c'est aussi de développer les compétences du jeune sous des modalités diverses et souples, peuvent combiner à la fois formation, emploi, engagement au sein de formations soumises. Je vous ai redonné quelques chiffres clés qui portent plutôt sur le volet national. Vous dire que la manière dont se déploie cette obligation de formation 16-18 ans au niveau régional. L'idée, c'est de mettre un peu tous les acteurs clés qui, dans cet âge charnière, peuvent être amenés à contribuer à cette obligation de formation pour les 16-18 ans. Alors, quelle est la méthodologie et l'organisation qu'on a retenue en Pays de la Loire? C'est la mise en place d'un lab obligation de formation pour les 16-18 ans que j'anime et que ma prédécesseur également, Anne Postic, avait animé dans son lancement et qui réunit à la fois évidemment les services de la DRETS côté État, le rectorat, le conseil régional et l'association régionale des missions locales. On a voulu cette modalité d'organisation souple aussi dans l'organisation pour répondre aux différents défis que j'ai remis sur la slide suivante sur les objectifs prioritaires de cette obligation de formation pour les 16-18 ans, qui sont de rompre le cercle de la pauvreté en proposant à chacun des solutions de retour à l'école, d'accès à la qualification et à l'emploi, avec évidemment un public cible que j'ai reciblé, réindiqué ici, des éléments de définition que je vous ai partagés au regard du Code de l'éducation, et puis un objectif de mobilisation forte de l'ensemble des parties prenantes. Alors ça se décline sous différents volets. On a y compris des systèmes d'information qui ont été déployés pour mieux repérer et mieux connaître la réalité de l'obligation de formation pour les 16-18 ans. On a
tableau de bord sous la forme d'un réseau de plateformes et de suivi et d'appui au décrochage et aux jeunes relevant de l'obligation de formation 16-18 ans. Alors ce tableau de bord, il est en cours de consolidation. Il visera aussi à pouvoir être mobilisé par chacun des acteurs. Ce qui nous dit aujourd'hui, c'est qu'on a probablement environ 5800 personnes qui relèvent de l'obligation de formation pour les 16-18 ans ou du décrochage scolaire en Pays de la Loire. On est à ce stade, en fait, à une première étape. Là, je vous ai repartagé aussi les quelques éléments clés des étapes de repérage, de mobilisation, d'accompagnement et d'entrée en solution. Ce que je voudrais vous repartager aussi, c'est un peu notre feuille de route 2023 pour un peu terminer sur ce point. Notre feuille de route 2023 qu'on a fixée donc conjointement avec la DRETS, le rectorat, le conseil régional et la RML, on s'était donné comme objectif de renforcer la question de la prévention et de la lutte contre le décrochage des apprentis en lien avec les CFA. Donc, on a conduit un certain nombre d'actions de formation de sensibilisation sur ce volet-là. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire en la matière. J'ai essayé dans le début de ma présentation de vous donner quelques éléments sur des situations de risque, de bascule ou des indicateurs qui peuvent nous éclairer sur des risques de bascule dans la pauvreté. Au-delà, comme je disais, on a aussi cet enjeu de la lutte contre le non-recours aux droits sociaux, mais on sait qu'on peut peut-être aller plus loin, y compris en poursuivant le travail de manière partenariale avec l'ensemble des parties prenantes, et je pense aussi aux conseils départementaux qui ont un rôle en la matière. Donc là, je vous ai redonné les quelques éléments clés de notre feuille de route 2023. Peut-être juste pour terminer sur les derniers éléments que je voulais vous signaler, sur les autres leviers qu'on peut mobiliser en matière aussi de prévention et de lutte contre la pauvreté des jeunes et des apprentis. Donc, vous avez évoqué cette question de l'accès aux droits sociaux et de la lutte contre le non-recours. Je voulais juste repartager deux exemples concrets et deux mesures qui peuvent permettre de mieux accompagner des jeunes en situation de précarité. On porte, dans le cadre de ce pacte des solidarités, un objectif d'un plan 100% accès aux droits qui vise à garantir ce qu'on appelle le dernier kilomètre de la solidarité à la source. Donc la solidarité à la source, c'est un grand chantier national de simplification de l'accès aux prestations sociales. Et l'idée, c'est d'aller aussi un cran plus loin et d'aller vers, de déployer des démarches d'aller vers, y compris vers les apprentis, pour mieux leur permettre d'accéder à un certain nombre de droits sociaux. En cela, on a 3 collectivités qui ont été lauréates en Pays de la Loire d'une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro recours et qui sont susceptibles aussi de se mobiliser sur ce sujet. Et puis, je voulais juste vous donner un autre repère clé, un outil qui me semble essentiel pour accompagner les apprentis en risque de bascule dans la pauvreté, qui est le portail national qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv.fr, qui est un portail qui permet de connaissent la plupart des travailleurs sociaux et des personnes qui, au quotidien, qui accompagnent les personnes en situation de précarité, qui permet de simuler l'accès à un certain nombre de droits sociaux, qu'il s'agisse des droits en matière de santé, comme par exemple la complémentaire santé solidaire, ou des droits en matière de prestations sociales, comme par exemple les aides personnelles au logement. Donc c'est vraiment un outil aussi pour répondre et trouver des solutions concrètes en matière de lutte contre la pauvreté. Et puis je voudrais terminer par le dernier axe du pacte des solidarités, qui peut aussi constituer un levier. Je vous disais qu'on a été fortement interpellé à la rentrée par la question de la précarité alimentaire, par l'appel des Restos du Cœur. En la matière, le gouvernement a répondu avec des mesures fortes et des dispositifs de soutien via ce qu'on appelle le programme Mieux manger pour tous, qui vise à lutter contre la précarité alimentaire, notamment la précarité alimentaire des étudiants et des apprentis. Mais je sais que c'est un sujet sur lequel on peut aussi aller plus loin. Avec la DRETS, on a conduit récemment une visioconférence avec l'ensemble des acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire. Je sais que aussi pouvoir accompagner des apprentis qui parfois ont des difficultés aussi dans l'accès à une alimentation durable et de qualité, c'est un enjeu qu'on doit aussi poser dans le débat et je propose qu'on puisse aussi d'ailleurs continuer à approfondir cette question. Voilà, peut-être juste pour terminer dans ma présentation, vous redire concrètement, je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre d'instruments dans la mise en place de ce pacte des solidarités en Pays de la Loire. On a à la fois une gouvernance, des modalités d'organisation, donc je passe rapidement là-dessus, mais on a un comité de pilotage régional, une plateforme d'observation des solidarités avec un groupe de travail pauvreté qui vise à mieux identifier la question de l'observation des phénomènes de pauvreté dans la région. Et puis on a aussi donc des groupes de travail régionaux, parmi lesquels le Lab Obligation de formation pour les 16-18 ans. Et on se réunira d'ailleurs la semaine prochaine, mardi prochain, pour la prochaine session du Lab pour poursuivre notre action en la matière.
Voilà, c'est un peu les quelques éléments clés que je voulais vous partager pour avoir quelques chiffres clés sur la situation de la pauvreté des jeunes et des apprentis. Et je suis évidemment à votre disposition. Je vais devoir partir d'ici quelques minutes, mais n'hésitez pas, d'une part, si vous avez des questions, à me les adresser. Et je vous souhaite une bonne continuation de webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier, pour cette présentation. Le support vous sera bien entendu transmis. Et puis, vous avez une adresse mail là si vous avez des questions plus précises. Donc, sans plus attendre, je Merci. laisse la parole à Monsieur Joussaume Alexandre de la Sarthe, CFA ITEM. Bien, bonjour à tous, je me présente rapidement, je suis Alexandre Joussaume, référent pédagogique et référent social à l'ITEM. Je suis ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui. L'Institut technologique européen des métiers de la musique, l'ITEM, c'est une des rares écoles européennes de facture instrumentale qui propose une offre complète de formation sur un certain nombre de familles d'instruments. Par facture instrumentale, on entend fabrication, entretien et réparation d'instruments. L'ITEM est basé au Mans, dans la Sarthe, et nos locaux sont situés proches de l'université. Parmi les 10 diplômes que l'on prépare, on a un CAP assistant technique en instruments de musique. Les diplômés ont ensuite la possibilité de poursuivre leur cursus en brevet des métiers d'art, qui est un diplôme de niveau 4. On a également un titre RNCP, manager d'unité marchande, spécialité produits musicaux en 2 ans pour un diplôme de niveau 5 en alternance. Et nous allons ouvrir un deuxième titre RNCP en septembre 2024 de régisseur son spectacle vivant et événementiel en 2 ans pour un diplôme de niveau 5, également en alternance. Tous ces diplômes sont préparés par environ 150 apprentis au total cette année. Pour ce qui est de mes fonctions au sein de l'ITEM, je suis référent pédagogique au sein de la structure. C'est un rôle avec un certain nombre de missions similaires à celui du conseiller principal d'éducation dans les collèges et les lycées. J'ai été recruté par l'ITEM en janvier 2022, il y a bientôt 2 ans maintenant, alors que j'étais en poste dans un lycée agricole de Normandie en tant que conseiller principal d'éducation. Le poste que j'occupe, c'est une fonction inédite au sein de l'Institut. Cette fonction, elle n'existait pas auparavant. Et mon recrutement, qui s'est opéré par Madame Le Rendu, la directrice de l'ITEM, s'est fait dans un contexte de volonté, on va dire, de concentration des moyens sur l'encadrement et l'accompagnement des apprenants. Le dernier point en élément de contexte que je souhaitais aborder, c'était la situation géographique de nos apprentis. Je vous disais tout à l'heure qu'on compte un peu moins de 150 apprentis cette année et on a aussi 34 apprenants en formation continue. Ce qu'il est important de souligner dans le cadre contextuel de nos apprentis, c'est qu'ils viennent de la France entière. Il faut savoir que les magasins et ateliers de nos maîtres d'apprentissage sont généralement situés dans les villes et les métropoles, avec une forte densité de population, car c'est ici qu'il y a le plus de clients. Les conséquences pour nos apprentis, c'est qu'ils sont généralement obligés de quitter le logement familial et de déménager dans les grandes villes, là où se trouvent les entreprises et le travail. De plus, ils sont obligés de prendre leur indépendance pour aller vers ces grandes villes. Et malheureusement, c'est dans ces grandes villes aussi que les loyers sont souvent le plus élevés, ce qui génère des difficultés pour nos apprentis. Voilà pour les éléments de contexte. Je vous propose du coup dorénavant de consacrer un temps sur les actions que l'on met en place à l'ITEM pour accompagner nos apprentis. Le premier dispositif que l'on a mis en place, c'est mis en place par la structure, c'est justement mon recrutement. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, j'ai intégré l'ITEM en janvier 2022 et le départ d'une assistante pédagogique a ouvert la possibilité à la direction de transformer ce poste d'assistante pédagogique en un rôle entièrement dédié à l'accompagnement des apprenants.
et d'avoir quelqu'un qui est vraiment dévolu au suivi pédagogique et éducatif des élèves. Les objectifs qui ont été placés, il y a la volonté de réduire les taux de rupture, mais c'est d'améliorer également l'accompagnement social de nos apprentis. Et ce qui illustre l'engagement de l'ITEM de vouloir placer ses apprenants dans les meilleures conditions d'apprentissage. Le deuxième action que je souhaitais mettre en avant aujourd'hui, c'est la construction d'un calendrier annuel et d'un planning hebdomadaire qui a pour objectif de minimiser les frais pour les apprentis. À l'ITEM, un groupement dure 2 semaines. Il débute le lundi après-midi à 13h30 et il se termine 11 jours plus tard, le vendredi à 12h15. Donc, on constate qu'il n'y a pas de cours le premier lundi matin et pas de cours le dernier vendredi après-midi. Cette planification, elle est délibérée afin d'éviter à nos apprentis qui viennent de la France entière, comme vous avez pu le voir sur la carte de France de la première slide, ça évite en fait à nos apprenants d'arriver dès le dimanche soir au Mans, ce qui nécessiterait une nuit d'hébergement supplémentaire au Mans. De même, la banalisation des cours du dernier vendredi après-midi d'un regroupement là pour objectif d'éviter à ce que nos apprentis soient contraints de rester une nuit supplémentaire le vendredi soir au Mans. Les apprentis, ils ont pleinement intégré dorénavant qu'il n'y avait pas de cours le premier lundi matin et le dernier vendredi après-midi, ce qui leur permet d'acheter des billets de train dès l'ouverture des ventes des billets SNCF pour avoir accès aux prix les plus bas. Voilà, et puis moi je me fais aussi le relais auprès des élèves d'acheter les billets de d'ouverture en leur expliquant que c'est un critère important pour la SNCF en achetant les billets tôt, en gros, ils bénéficient des meilleures offres. Et le petit plus pour moi aussi qui suit l'assiduité des apprenants, c'est que je m'assure de leur présence avec les trains à réservation qui peuvent vite se remplir. La troisième action que je souhaitais mettre en avant, c'est l'entretien que j'ai avec les élèves en classe en 30, au cours duquel la dimension financière est abordée. Lors du deuxième et troisième regroupement de l'ensemble de nos apprentis en CAP1 et en MUM1, je reçois les élèves en individuel à mon bureau, où j'aborde 3 thèmes avec eux. Le premier, c'est comment ça se passe en entreprise, quelles sont les relations avec les collègues, avec le maître d'apprentissage. Le deuxième point, c'est le regard qu'ils portent sur l'école, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés à l'ITEM. Et le dernier point, c'est sur l'aspect financier, je vais poser tout un tas de questions visant à détecter d'éventuelles fragilités. Vis-tu chez tes parents? Est-ce que tu parviens à régler l'ensemble de tes factures? Est-ce que toutes les dépenses de rentrée, tu arrives à gérer? Est-ce que tu as pu entreprendre des démarches auprès d'Action Logement, de la CAF pour être accompagné, par exemple? Du coup, cet entretien me permet de détecter des signes de fragilité financière et d'identifier dès le début du parcours les apprentis qui pourraient rencontrer des difficultés durant leur cursus. Tous les apprentis qui présentent des signes de fragilité, je les reçois régulièrement à mon bureau au cours de leur parcours, lors d'entretiens spécifiques. Comme ça me permet de faire des points réguliers avec eux sur leur situation financière. Ce qui veut dire que moi, lors du deuxième et troisième regroupement, je reçois une 50aine d'élèves. C'est matériellement possible parce qu'on limite le nombre d'apprentis à 12 par section. Mais c'est le fait qu'on soit un petit établissement qui me permet de pouvoir mettre en place ce dispositif. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est d'ordre logistique. À l'ITEM, je travaille dans un espace partagé avec le responsable pédagogique, une assistante pédagogique, un ingénieur pédagogique. Et cette configuration, elle n'était pas propice aux échanges avec les apprentis. C'est pourquoi on a créé un espace confidentiel pour pouvoir recueillir la parole des apprentis, voilà, créer un environnement propice à exprimer ces difficultés. Et avant, les conditions n'étaient pas toujours réunies. Donc voilà, cet espace, il est à quelques mètres de mon bureau.
Et voilà. Et du coup, les apprenants savent aussi que je tiens des permanences le lundi après-midi, le mercredi matin et le vendredi matin, où ça, qui ont parlé en toute confidentialité. Et du coup, moi, j'ai constaté un bond de venue d'élèves sur ces moments suite à la création de cet espace. La 5e action que je souhaitais mettre en avant, c'est des heures de formation consacrées aux droits et devoirs des apprentis. Toujours pour les classes entrantes, les apprentis, ils ont 6 heures de cours d'un module qu'on intitule Droits et devoirs des apprentis lors du premier semestre. Je suis en charge de l'animation de ces 6 heures de cours. Ces 6 heures de cours, elles sont réparties en 3 séances de 2 heures. Chacune, il y a environ 12 apprentis par classe qui assistent à la séance. Donc un petit groupe. Dans la première partie de ma progression pédagogique, on aborde les droits et devoirs des apprentis. Et voilà, on couvre des sujets comme la rémunération, couverture sociale, congés payés, examens médicaux, obligations d'assiduité, etc. Et la deuxième partie de cette progression pédagogique, elle se concentre sur les différentes aides financières disponibles pour les apprentis. Pour enrichir cette séance de cours, on a acquis une vidéo fabriquée par une assistante sociale d'une durée de 30 minutes. Et voilà, cette ressource, c'est un excellent support en fait, sur lequel je m'appuie lors de la séance. Et voilà, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien, parce que les apprentis n'hésitent pas à prendre la parole, à partager leurs astuces. C'est très vivant avec leurs camarades. Et voilà, donc dans ce cas-là, je me positionne simplement en modérateur, je facilite les échanges et je vérifie les informations discutées pour m'assurer qu'il n'y ait pas de propos erronés. Il y a un rappel de ces cours qui est aussi prévu sous la forme d'un module de 2 heures en deuxième année de CAP, puis lors des 2 années de BMA. Et l'idée, voilà, c'est de revisiter les éléments qui ont été abordés lors de la première année, ce qui offre l'opportunité de consolider les connaissances qu'ils ont pu acquérir en première année de CAP. Ensuite, autre action que l'on mène, c'est un mail envoyé à tous les apprentis à la fin de chaque mois qui leur présente un dispositif d'accompagnement. On peut parfois constater que certains apprentis peuvent hésiter à demander de l'aide par crainte du jugement, par méconnaissance des dispositifs existants. Et voilà, les mails, parfois, ils peuvent casser un peu ces barrières. Et de plus, ce support écrit, il présente l'avantage d'être accessible. Les apprenants, ils peuvent le consulter quand ils veulent. Et aussi, le message que je peux transmettre, parfois, il peut être un peu plus clair et structuré qu'à l'oral. Et voilà, je prends toujours le soin d'écrire à la fin de chaque mail aux apprentis qu'il faut qu'ils se présentent à mon bureau en cas de difficulté d'accès à une aide pour que je puisse les accompagner. Et justement, c'est le dernier point que je voulais aborder sur les actions mises en place, c'est que je suis un appui à la constitution des dossiers pour les apprentis. On peut parfois constater que les jeunes peuvent manquer d'expérience dans le domaine des formalités administratives. Voilà, ce qui peut générer parfois un stress, ils ont parfois l'impression de se sentir dépassés, qu'il y a un élément qui va bloquer, un document qui va manquer, et bien, du coup, je suis là pour rassurer et accompagner. Je constate aussi parfois qu'ils sont craintifs d'une erreur dans leur déclaration qui pourrait avoir des conséquences importantes pour eux. Ils ont peur d'avoir des poursuites par l'administration juste de peur de faire une faute. Donc voilà, je suis là pour les accompagner. Et on constate aussi que parfois les familles elles ne peuvent pas offrir cette assistance que je propose aux élèves car elles ne vivent plus avec le jeune ou elles peuvent elles aussi faire face à leurs propres difficultés pour accompagner les démarches. Donc voilà, pour pallier à toutes ces difficultés, moi je reçois en individuel les apprentis qui m'en font la demande pour les accompagner. Et, voilà, assez souvent, je vais les aider à prendre un rendez-vous avec la CAF ou à faire un compte mobilier jeune. Voilà. Alexandre, on a une question dans le chat, peut-être que vous pouvez y apporter une réponse. Oui. Par rapport à la vidéo qui est créée par l'ITEM et présentée aux apprentis. Est-ce que vous avez des précisions? C'est pas une vidéo, je me suis peut-être mal exprimé. C'est une vidéo qu'on a achetée par une assistante sociale. On a fait l'achat d'une vidéo que l'on diffuse aux apprentis. Est-ce que ça répond à la question? Bon,
Partiellement peut-être, peut-être c'est Madame Le Gall qui a posé la question, si vous vouliez préciser la Alors, question. Peut-être par qui vous l'avez achetée? Est-ce qu'on peut se la procurer? j'ai c'est pas moi directement qui en ai. Enfin, en fait, je suis arrivé il y a 2 ans. On l'avait déjà il y a 2 ans. C'est Madame Leroy, une assistante sociale qui travaille en Normandie. Après, j'ai pas davantage d'informations. Pas de problème. Merci en tout cas pour la réponse. Avec plaisir. Hop. Du coup, où en étais-je? Sur le bilan, bah, déjà, je peux donner un chiffre, c'est que depuis que je suis arrivé au sein de l'ITEM, on n'a pas un apprenti qui a quitté la formation pour des raisons économiques. Le plus souvent, là où on peut rencontrer des difficultés, souvent, c'est la relation entre les apprentis et les maîtres d'apprentissage. Et du coup, on a un travail à faire là-dessus. Mais pour des raisons économiques, on n'a pas rencontré depuis 2 ans. Et ce que je peux ajouter, c'est que pour les apprentis les plus fragiles, le Fonds social apprenti régional de la région Pays de la Loire, il a très clairement sauvé des parcours et que certains n'auraient pas pu aller au bout de leur parcours justement sans support de la région. Notamment pour les apprentis qui sont en BMA, parce qu'il y a davantage de venus au Mans qu'en CAP. Parmi les pistes que l'on explore pour le futur, bah, c'est celle d'une formation personnelle que je suivrai. Voilà, comme je vous disais, j'ai un parcours de conseiller principal d'éducation avant d'arriver à l'ITEM. Et voilà, dès lors qu'un élève verbalisait un problème de précarité financière, bah, je faisais appel à l'assistante sociale de l'établissement. Et voilà, elle prenait le relais. Et forcément, j'aurais à gagner à faire une formation, je pense. On réfléchit aussi à la pertinence de faire venir une assistante sociale quelquefois pour des permanences, pour venir compléter le travail qu'on effectue. Et enfin, la dernière piste que l'on a pour l'avenir et qui devrait prendre effet pour le coup en septembre 2024, c'est la création d'un book à destination des apprentis qui recenserait en fait l'ensemble des mesures à leur disposition pour les accompagner. Et là, du coup, je suis déjà en lien avec notre ingénieur pédagogique pour que l'outil soit déployé en septembre 2024 sur notre plateforme d'apprentissage Moodle. Merci Alexandre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions via le chat. En tout cas, on a l'intitulé d'une vidéo d'Audrey Roux qui a été mis dans le chat. N'hésitez pas à les voir. C'est bien celle-là, oui. Après, il y a le témoignage aussi d'une personne qui dit que régulièrement, elle est amenée à aller avec les apprentis sur un jeune, une solution. Oui, c'est un outil que je peux utiliser notamment lors d'entretiens individuels. Très bien. Si vous avez d'autres questions par rapport à la présentation de Monsieur Joussaume. Si pas d'autres questions, on va peut-être passer à la présentation de Madame Zimanski du CFA BTP de Vendée. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai bien arrêté le partage? Oui, le partage est bien Bon, arrêté. oui. Bonjour à tous. Donc, Dorine Zimanski, je suis adjointe de direction sur le suivi éducatif, sur le BTP CFA Vendée, avant de vous mettre la première slide. Au niveau de la présentation du CFA, on a fait une rentrée, on a donc CFA sur le bâtiment, métier du bâtiment et de la piscine. On est situé à La Roche-sur-Yon, donc en Vendée. On a fait une rentrée avec 1694 apprentis. Donc, on a, pour se donner un petit peu aussi au niveau du taux de rupture, sur la dernière année de formation, on était à 7,8% en rupture sèche, donc sans poursuite de formation. Et du coup, alors moi j'ai pris mon poste au mois de mars dernier, avec aussi des évolutions, c'était suite au départ à la retraite d'un collaborateur. Pour mon parcours, moi je suis issue du social.
De base, le diplôme de conseillère en économie sociale familiale, si ça peut aussi donner des idées, c'est un autre diplôme que assistante sociale, avec un parcours en prévention santé dans des établissements scolaires agricoles. Je vous fais très rapide, hein, parce qu'il y a pas mal, voilà, éducation populaire aussi, mais aussi j'ai pu travailler en prévention des expulsions locatives et aussi avec un public grande précarité. Donc, on peut voir aussi quels sont, un peu plus finement, des fois, quels sont aussi les freins existants. Un de mes objectifs, c'est que ces jeunes, justement, ces apprenants, ne basculent pas dans la grande précarité. On voit tout de suite aussi où ça peut se situer. Hop. Alors, je vous partage, je pense que le partage ne s'est pas fait. Ça fonctionne, ouais. C'est bon. Hop. Est-ce que vous pouvez me confirmer que du coup c'est bon au niveau du partage? Oui, c'est bon, on voit le partage. Alors, j'ai fait en fait en trois grandes thématiques en fait par rapport à comment nous on intervient actuellement au niveau des apprentis sur la prévention. Alors nous, donc c'est en effet hein, sur le poste, hein, il y a un côté CPE, on va dire, mais il y a aussi un volet social et de détection des situations à risque. Nous, en prévention, on a mis en place pour la dernière rentrée des réunions de pré-rentrée, donc qui se sont déroulées de fin juin, juillet et fin août. Donc nous, c'est un amphithéâtre. On avait presque 500 nouveaux apprentis qui intégraient le CFA. Donc, l'objectif, c'était de les informer, alors même s'il y avait les entretiens de positionnement avant ou après, les informer quand même sur les obligations, en effet, de l'apprentissage, du contrat de travail, donc sur l'assiduité, sur le règlement intérieur, sur les attendus de la formation, sur l'implication aussi des entreprises. On a pu faire intervenir aussi des entreprises qui ont témoigné sur leurs attendus et les informer sur les freins connus, entre autres sur le budget, l'avenue d'un nouveau pouvoir d'achat et les risques que ça peut engendrer derrière. Parce que qui dit pouvoir d'achat, alors nous on a aussi on a un gros CF1, donc on est sur 10 hectares et demi là sur le site principal. On a aussi par exemple des distributeurs, donc il y a aussi toutes ces dépenses qui peuvent être liées quand ils viennent sur le CFA une semaine sur trois. Ces dépenses où on voit petit à petit, on les voit, moi je les vois passer avec les bouteilles de soda, etc. Mais il y a aussi, on va pas se le cacher, hein, des problématiques aussi de consommation, alcool, stupéfiants qui peuvent exister. Et c'est aussi de prévenir par rapport à ça les parents et de leur responsabilité aussi, et qu'ils puissent en discuter de ce pouvoir d'achat aussi et discuter de ce pouvoir d'achat et de comment l'utiliser, hein, ça rejoint ce que vous disiez, hein, Monsieur Joussaume. Et entre autres, ça doit servir aussi à la mobilité. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. On leur parle aussi hein, de l'hébergement. Alors nous, on a aussi moi, je suis aussi en responsabilité de l'internat qui est sur site et qui est copartagé avec l'autre CFA du site, l'URMA de Vendée, qui est le bâtiment qui est en contrebas que vous pouvez apercevoir derrière. Et donc voilà, donc, il y a toutes ces notions aussi de respect du contrat. Donc là, en réunion de pré-rentrée, on voit les apprentis avec leur famille. Donc des apprentis qui ont pour nous, hein, pour notre part, déjà un contrat d'apprentissage s'ils intègrent. Sachant que pour vous donner une idée, on a 44 jeunes qui n'ont pas pu faire leur rentrée chez nous, qui avaient un contrat, qui avaient une entreprise, mais on n'avait plus de place de notre côté en fait. Donc là, on les rencontre donc parents apprentis. Et à la rentrée, on rencontre l'ensemble des apprentis, qu'ils soient en première, deuxième ou troisième année ou plus, parce qu'on fait les formations à du CAP ou au BTS. On les rencontre, donc on a de nombreuses réunions pour rencontrer les presque 1700 apprentis et leur expliquer aussi, refaire un rappel sur le règlement intérieur, sur l'assiduité, sur le respect, que ce soit des horaires, des formateurs, de leur formation, du code du travail hein, aussi hein, dedans. Euh, L'objectif, c'est aussi d'avoir une rigueur, un respect du cadre de la formation pour que derrière, il y ait un respect aussi du cadre de l'entreprise et éviter la rupture de parcours. Ce qu'on peut aussi voir, nous, c'est qu'au niveau des entreprises, quand il y a
quand il y a des retards répétitifs, des absences qui vont être non justifiées, où nous, l'apprenti ne prévient pas, c'est là on peut avoir aussi ou un comportement qui n'est pas adapté. C'est là on peut aussi avoir un risque de rupture. Donc c'est aussi en prévention et essayer de leur donner toutes les clés de la réussite. Donc voilà, on leur rappelle hein, qu'ils entrent des fois très jeunes aussi, hein, parce que ils entrent parfois en scolaire à 14 ans. Nous, le plus jeune, là, est né le 31-12, donc qui va avoir 15 ans vraiment tout à la fin d'année. Mais ils sont en apprentissage et en entreprise et c'est les responsabiliser aussi par rapport à ça et aux relations aussi avec leur patron. Alors nous, on fait aussi, voilà, on essaie de conserver une certaine neutralité au niveau du CFA, d'essayer de favoriser le dialogue. Moi, c'est vrai que je suis en relation aussi régulière, que ce soit avec les familles, avec les apprentis, mais aussi avec les entreprises, pour les orienter, parce qu'ils nous disent, voilà, on va avoir des fois un petit peu euh, le trop-plein du patron aussi, mais c'est aussi favoriser le dialogue. Alors tout ça, c'est pour prévenir oui, les ruptures de contrat, hein, et du coup éviter qu'il y ait aussi une rupture au niveau financier. Donc, on favorise le dialogue et ça permet, quand on leur propose aussi de se réunir tous ensemble, qu'ils puissent discuter de ce qui va, de ce qui est amélioré et maintenir aussi les contrats. On oriente aussi, on avait rencontré, nous, les médiateurs de l'apprentissage, hein, et donc on oriente régulièrement sur les médiateurs qui nous font un retour si en effet ils ont bien eu le contact, etc. Euh, alors nous, on a un outil, on a un outil hein, sur le CFA avec Ipareo, et on prépare des courriers types aussi, enfin, par exemple sur les médiateurs de l'apprentissage, on a un courrier type pour les entreprises et un courrier type pour les apprentis qu'on peut leur envoyer en fait si on sent justement, en leur disant ils nous font part qu'il y a un souci de dialogue. Ça nous permet aussi d'être très réactifs et en quelques clics de pouvoir les orienter vers les médiateurs et de leur dire n'hésitez surtout pas à les saisir parce que c'est aussi leur rôle et leur métier. Au niveau de l'assiduité, donc nous on axe hein, sur le respect des horaires de formation. Ils doivent être prêts à l'heure. Il y a une exigence hein, d'être prêts à l'heure sur la salle ou sur l'atelier avec leurs EPI. Et quand là, aujourd'hui, on a mis ça en place depuis le mois de juillet, lorsqu'il y a un nombre d'heures minimum à faire pour remplir aussi les conditions d'accès à l'examen, lorsque le nombre d'heures n'est pas atteint, on a mis en place un système d'alerte et on envoie un courrier aux apprentis, aux familles et aux entreprises concernées, qui sont concernées par les apprenants, pour leur dire attention, là, vous dépassez un certain seuil. Donc, il y a un premier seuil d'alerte ou attention, vous avez dépassé le seuil et c'est le rectorat qui va se positionner et vous apporter une réponse. Nous, on a un devoir, on est vraiment là en prévention. Après, là, on a des retours justement par rapport à ça du rectorat, parce qu'on signale, et voir si, leur dire aussi si vous êtes investi dans votre formation et si les absences, parce qu'il peut y en avoir des absences, hein, si elles sont justifiées, dans ce cas-là, il peut y avoir aussi des dérogations de mise en place par le rectorat. Mais c'est voilà, vraiment respecter le cadre de la formation pour qu'ils puissent respecter le cadre de l'entreprise et éviter la rupture. Sur l'assiduité également, au niveau des arrêts de travail, parce qu'on a certains jeunes qui ont pu avoir des arrêts de travail pour différentes raisons et qui ne peuvent pas être en atelier, mais par contre qui peuvent suivre les cours théoriques. S'ils sont en arrêt de travail, on ne peut pas, si c'est un arrêt simple, on ne peut pas nous les accepter au niveau du CFA. Par contre, il y a une case qui existe en dessous des sorties autorisées où c'est noté activité autorisée. Donc en cochant sur les cours théoriques CFA, donc soit ça, soit la dérogation par la CPAM, ils ont possibilité d'accéder aux cours théoriques. Nous aussi en EPS, ils y vont, puisqu'ils ne vont pas faire sport, mais par contre, ils peuvent participer d'une autre façon. Et il y a d'autres consignes qui sont données, donc ils ont les apports aussi, d'autres apports pédagogiques, ce qui permet aussi de les maintenir, de maintenir le lien, le contact direct avec le CFA, éviter aussi un décrochage derrière.
Ça permet aussi de les avoir sur le CFA s'il y a eu, en fonction du type d'arrêt de travail, si c'est de l'accident de travail ou de l'arrêt pour maladie, etc., de maintenir le contact avec eux et s'il y a d'autres difficultés liées à la baisse aussi de la rémunération, de pouvoir en discuter. Alors, on a également le dispositif de SFP, de stagiaires de la formation professionnelle, où on les accompagne au niveau de la rupture, quand il y a rupture du contrat d'apprentissage, pour qu'ils puissent retrouver rapidement un contrat. On fait un bilan éducatif et pédagogique. Donc, moi, je me mets en lien avec le service pédagogique. Nous, c'est beaucoup plus séparé là-dessus. Et on les accompagne sur établir, refaire leur CV, comment mettre en avant leurs compétences, voir au niveau de la lettre de motivation également, et pour qu'ils puissent accéder du coup à un nouveau contrat si on a connaissance aussi de nouvelles offres, de pouvoir les orienter et les mobiliser du coup par rapport à tout ça. Sur tout ce qui est mobilité, nous, c'est vrai que on a des jeunes qui viennent de toute la Vendée, mais aussi des départements limitrophes, et concernant les métiers de la piscine, qui viennent de d'autres régions. Parce qu'on est peu de centres en France à travailler sur les métiers de la piscine. Donc, on a mis déjà en place, bon, il y a il y a deux gares routières, enfin deux gares, la gare routière et la gare SNCF. Donc nous, on a, en plus des transports régionaux, allez hop, on a mis en place des navettes supplémentaires de la gare SNCF jusqu'au CFA. Et on a un deuxième site qui est dans La Roche, où il y a tout ce qui est métier d'électricité. Donc il y a des navettes pour les internes qui font également entre les deux sites donc en semaine. On a conventionné avec une plateforme de covoiturage. Donc actuellement, on est sur Blablacar Daily. Après, je me questionne aussi sur le covoiturage, et je suis en train de voir aussi ce qu'il existe comme autres plateformes, parce qu'il y en a d'autres qui sont bien émergentes. La Vendée est très dynamique, Pays de Loire est une des premières régions à être sur le covoiturage, hein. Ça, là-dessus, il y a une bonne dynamique. Par contre, nous, on a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes mineurs. Et par exemple, Blablacar Daily n'accepte pas normalement le public mineur. Donc, comment est-ce qu'on fait à ce compte-là quand on a un jeune mineur qui n'a pas de transport direct et qui pourrait prendre un Blablacar, enfin un covoiturage? Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs? Et ça, je trouve que voilà, l'apprentissage est très présent sur la Vendée. Par contre, à aujourd'hui, moi, je n'ai pas trouvé l'outil de covoiturage à proposer pour une partie de nos jeunes. Alors également, pour favoriser tout ce qui est mobilité, et ensuite à terme à ce qu'ils puissent aussi passer le permis de conduire, donc il y a le passage possible de l'ASR qui remplace donc la SSR2, hein. La facilitation du passage du code de la route. Donc là, on est sur un projet code de la route. Aujourd'hui, on n'avait pas suffisamment d'inscrits, donc on est en train de revoir avec le partenaire pour voir sur d'autres modalités. Donc au niveau du code de la route, c'est qu'ils puissent préparer le code de la route via le dispositif qu'on est en train de mettre en place, et ensuite s'inscrire et passer le code de la route. Donc nous, on met à disposition les locaux. C'est un projet qu'on porte nous, au niveau du CFA, et auquel nos collègues de l'URMA adhèrent également. Donc, pour permettre à tout le site de le proposer, sachant qu'en revenant voilà, sur le covoiturage, le personnel participe également. Donc, on est repéré comme point de covoiturage. Alors, il y a les différentes aides au permis aussi au niveau de la mobilité qui fonctionnent très bien. L'aide de l'État, entre autres, pour un montant de 500 €. Et donc, nous, on est instructeur de cette aide financière. Également, on a la chance pour les jeunes qui sont dans des entreprises qui adhèrent à la ProBTP, il y a une aide au permis également, donc dès 16 ans, hein, pour un montant de 600 €. Également, la ProBTP fait une aide pour l'aide à l'achat du premier véhicule, également de 600 €. Donc, il y a aussi des choses qui sont faites par rapport au corps de métier. Et puis, lorsqu'on voit qu'il y a des difficultés particulières, donc on fait appel, hein, au Fonds social pour les apprentis de la région. Là-dessus, on a plusieurs façons de détecter les fragilités. Alors, les aides financières sont
sont présentés à plusieurs temps forts. Je l'avais mis là sur le positionnement, donc dès l'inscription en fait, à la pré-rentrée, à la rentrée. On fait également avec les collègues de l'URMA un forum social où il y a plusieurs partenaires qui sont conviés. C'est présenté également sur les réunions des délégués en accès aussi sur Natipareo, donc notre plateforme de communication où il y a justement, c'est l'équivalent de Direct École, je crois. Hop là, je me remets sur celle-ci. Donc, ça permet voilà, aussi de leur présenter les différentes aides financières. C'est affiché également dans le hall. Au niveau du service Vie Apprenti, on a des écrans aussi où ça tourne en permanence. Il y a un mailing qui leur est également envoyé en cours d'année pour leur rappeler. Et puis, dès qu'il y a, on a j'ai noté les actions à visée socio-éducative, je pense à la mobilité, mobilité nationale et mobilité internationale. Lorsqu'on a des apprentis qui ont des difficultés à régler leur participation, on est sur un maximum de 350 euros de participation, sachant que cette participation-là, ils ont aussi leur salaire, tous n'ont pas leur autonomie, et ça peut, pour certains, on peut se questionner sur le pourquoi c'est compliqué de pouvoir payer sa participation, sachant que c'est prévu à l'avance. Dans ce cas-là, on a pu aussi détecter des situations un peu plus complexes, faire appel au FSAR, mais également enclencher un suivi social. euh, Soit, enfin, nous, il y a suivi via le service, mais aussi via les missions locales, on oriente assez facilement et il y a un bon maillage partenarial. Madame Simanski, je crois que la slide ne doit pas correspondre. On est toujours sur la première slide sur le support. Ça, J'en profite, on a une question dans le chat par rapport à ce que vous avez évoqué sur la première slide. Est-ce que les apprentis en arrêt de travail qui souhaitent revenir en formation obtiennent facilement la dérogation de la part du médecin conseil de la CPAM? alors ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que la petite coche en dessous des horaires de sortie avec l'activité autorisée, ça permet justement que le médecin traitant remplisse directement au niveau de l'arrêt de travail et autorise l'apprenti. Après, je sais il y a certains CFA qui fonctionnent des fois un peu différemment par rapport à cet encart-là. Nous, à chaque renouvellement d'arrêt de travail au besoin, ça a permis, enfin, on regarde, on vérifie si cette case est cochée ou non. Si c'est pas coché, on n'accepte pas, on peut pas accepter l'apprenti qui est en arrêt. Si c'est coché, que c'est marqué activité, activité CFA ou cours théorique au CFA, dans ce cas-là, ça permet d'éviter de passer par le médecin conseil. Donc, c'est un avantage pour les maintenir aussi sur le CFA. Après, ils sont à défaut sur, par exemple, nous, les temps d'atelier. On voit aussi avec les formateurs si sur les temps d'atelier, ils sont présents ou non en fonction des métiers. S'ils peuvent être présents parce qu'il y a d'autres choses qui sont vues en atelier mais qu'ils ne manipulent pas, ils ne sont pas absents. S'ils sont absents, après, c'est l'arrêt de travail qui prime. Merci pour ce complément. Est-ce que là, vous voyez la mobilité Toujours sur la première internat et slide. Paris? Voilà. Hop, je vais essayer de voir. Ouais, là, on passe sur la deuxième. Ok, bon, c'est bon. Merci. Oui, donc je vous avais indiqué donc sur la mobilité, les différentes aides financières. Au niveau de l'internat, pour les jeunes les plus éloignés et principalement le public mineur, alors on a un internat de 660 places. Alors, sachant qu'ils sont là en moyenne une semaine sur 3 et que l'internat est partagé avec l'URMA, donc moi j'ai à peu près 330 places. Donc ça fait 115 jeunes, moi, du CFA par semaine. Donc, ça permet aussi, alors 115, faut se dire aussi, voilà, 130 jeunes sur un CFA, voilà, ça fait du coup les 330 jeunes sur un CFA de 1700. L'internat, elle mérite d'exister. Il est très, très demandé. Donc, malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir tout le monde et que sur la Vendée et sur La Roche, il y a une problématique logement importante.
Donc ça, nous, c'est aussi un frein. On oriente assez facilement aussi sur les structures existantes, mais on est en recherche d'autres solutions. Et c'est quelque chose, cette année, un jeune qui est qui est issu d'une autre région n'avait pas prévu, en fait, justement, son hébergement. Donc, il reporte, il verra s'il se réinscrit à la prochaine rentrée. Là-dessus, j'ai pu l'orienter, moi, sur les services missions locales de proximité de son département, pour qu'il puisse travailler ça en amont. Parce que là, il n'avait pas du tout prévu, donc c'est un petit peu compliqué. Je vous passe d'ici. Donc là, normalement, vous devez avoir le... Oui, oui, ça fonctionne, merci. Voilà. Ok. Donc sur la structure, nous, comme on est organisé au niveau vie apprenti stagiaire, nous, c'est un lieu d'écoute. Alors, j'ai des accompagnatrices vie sociale et professionnelle, un accompagnateur éducatif et une assistante au niveau de l'accueil, sachant qu'on est, donc le second site que nous avons au Sully, il y a 2 accompagnatrices vie sociale et professionnelle qui ont des missions aussi transverses. Et puis, donc, nous avons donc une accompagnatrice ici sur le site du Coteau, un accompagnateur éducatif et l'assistante accueil qui est également sur la gestion administrative des ruptures. Donc, c'est vrai que toutes les semaines, nous, on fait un point je fais un point moi, avec l'équipe. On passe en revue aussi l'ensemble des situations qui ont pu être, des jeunes qui ont pu être vus, pour en discuter, en échanger, voir s'il y a des actions spécifiques à mettre en place. Et depuis la rentrée, donc alors je ne sais pas sur vos CFA, lorsque nous on a un système d'infraction et ensuite de sanctions. Au niveau des infractions, normalement, voilà, on a différents niveaux. Ce sont les formateurs qui les enregistrent au fur et à mesure. Donc, s'il y a une infraction, au règlement intérieur. Et puis après, il y a une organisation, nous, en interne. On a aussi, donc c'est le référent après de formation qui est au second niveau s'il y a une action à faire. Ensuite, on a des responsables de pôle. Donc, on a pôle gros œuvre, par exemple, finition, électricité. Enfin, on a 5 responsables de pôle qui ont un rôle pivot, en fait. Ils sont à la fois formateurs, mais ils ont aussi un rôle éducatif. Ils font le pivot, en fait, entre service éducatif et pédagogique. Ils peuvent faire des interventions en individuel comme en collectif. Et ensuite, à tout moment, évidemment, la vie apprentie peut être sollicitée, notamment quand il y a des situations qui sont décelées, pour qu'on puisse, j'allais dire prendre en charge, j'aime pas le mot qui est un peu négatif, mais qu'on puisse être alerté et intervenir auprès et avec l'apprenant. Donc là, je vous avais noté sur les présentations des aides financières, on développe aussi pas mal de partenariats, que ce soit avec l'UDAF, avec l'AURA. AURA, donc c'est Objectif Réussir son apprentissage, donc en mentorat, avec les différentes missions locales du département. Le département, avec les maisons départementales, c'est je pense que l'acronyme n'est pas bon. C'est les maisons des solidarités et familiales. Les MDA, donc les maisons des adolescents, où on oriente maisons des adolescents. Alors nous, on les oriente et on peut les accompagner sur leur temps de CFA pour qu'ils soient pris en charge, qu'il y ait un suivi. Ça peut être un suivi psycho avec, il y a des psychologues, des infirmiers, des éducateurs. Ça permet à ce qu'ils aient une écoute et ça peut déclencher derrière un autre type de suivi. Entre autres, il y en a certains qui vont demander à un moment à voir aussi les parents. Donc, ça peut permettre aussi du dialogue entre le jeune et le parent et des fois avoir d'autres détections. On oriente également vers les partenaires locaux, les missions locales qui ont quand même la spécificité du public, les différentes structures d'accompagnement éducatif et social. Là, sur cette année, on a eu, par exemple, on fait très attention aussi à ce qu'ils aient leurs équipements de sécurité. On ne les accepte pas en atelier s'ils ne les ont pas. Donc ça, c'est là-dessus, on passe pas. Et ça nous a permis aussi de détecter un jeune qui n'avait pas ses équipements. Il venait de la région de Nantes, en fait. Et lorsqu'il était sur le CFA, il était hébergé en fait de droite et de gauche, donc dépourvu de logement. Et lorsqu'il venait sur le CFA, il dormait dans sa voiture. Donc, on a pu détecter aussi la situation, l'orienter, lui faire prendre rendez-vous
prendre rendez-vous en fait avec lui, hein, pour des fois décrocher le téléphone, c'est un petit peu compliqué, donc le faire avec une personne, ça permet de l'accompagner et de faire que le pas soit fait. Et là, aujourd'hui, il a eu l'attribution d'une chambre en FJT, donc foyer jeunes travailleurs, et ce qui va lui permettre aussi d'avoir un toit sur la tête et de pouvoir poursuivre sa formation. L'aide of SAR, nous, il y a aussi, on l'active, hein, en lien avec les missions locales ou une structure sociale, euh, quand on a évalué la situation. Donc, c'est entre autres pour aussi lever les freins de mobilité, parce que ça peut être aussi une aide ponctuelle par rapport à la mobilité pour des jeunes qui habitent, souvent des jeunes majeurs qui habitent loin, qui sont à 50, 80 km et qui font la route tous les jours pour venir sur le CFA. Voilà, on a beaucoup d'autres, enfin, je pense qu'on a pas mal d'autres actions que nous mettons en place, mais en voilà une partie en tout cas. Donc sur les pistes, moi, ce serait vraiment au niveau de la mobilité, le covoiturage pour les mineurs, sachant que sur les périodes de vacances scolaires, au niveau de la région, le transport Léop ne fonctionne pas, est à l'arrêt, et que nous, ça nous fait un taux d'absentéisme plus important. Et puis on sensibilise aussi, hein, qu'ils soient présents qu'ils soient pas en maintien entreprise, que ce soit pas justifié, que ce soit pas en main-d'œuvre, on va dire, utiliser en main-d'œuvre, on va dire, les apprentis, mais que ce soit bien moi, quand j'autorise, ça va être parce qu'il y a une formation, parce qu'il y a un temps particulier, un temps fort à l'entreprise, mais pas sur des temps où ça peut les mettre en porte-à-faux par rapport à leur examen. On a des jeunes, voilà, qui ont été en maintien entreprise ou qui ont été absents de leur fête. C'est pour ça qu'on insiste, hein, sur l'assiduité. Et là, ça a été sur un examen, sur un CCF. Il est parti en vacances. Donc, c'est vrai qu'on fait attention aussi à leur rappeler que non, on ne prend pas de temps de vacances sur les temps de CFA, et il faut qu'ils prennent dans ce cas-là leurs responsabilités, parce que ce jeune-là, du coup, n'a pas eu son examen et il n'a pas possibilité après voilà, il y a là-dessus, ça pas possibilité de faire un rattrapage, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Madame Zimonski. Je ne sais pas s'il y a quelques questions dans le chat avant de donner la parole à Monsieur Morvan de la mission locale d'Angers. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Je vous remercie en tout cas pour ce témoignage. Merci. J'invite Monsieur Morvan à prendre la parole. Et si vous souhaitez partager votre support, n'hésitez pas. Ok, ça marche. Voilà, donc je pense que du coup, ça doit être visible pour tout le monde à l'écran. C'est bon? D'accord, le son, ça va aussi. OK. Donc moi, je suis Nicolas Morvan, je suis chargé de projet à la mission locale angevine sur les thématiques formation, orientation, mais également aussi tout ce qui concerne le décrochage scolaire et l'obligation de formation. Alors moi, je vais m'exprimer au titre de la mission locale angevine, mais juste pour rappel, c'est important peut-être de vous dire que il y a 21 missions locales donc en Pays de la Loire. On accompagne à peu près 45 000 jeunes sur tout le territoire. Et puis on est bien sur des missions d'informer, de conseiller, d'accompagner les jeunes de 16-25 ans sortie du système scolaire. Alors, quand je dis sortie du système scolaire, c'est vraiment école, scolarité. On peut tout à fait aussi quand même accompagner des apprentis. Et nos missions, donc, c'est de les accompagner aussi bien sur le volet professionnel. Quand je dis professionnel, ça va de l'orientation, la recherche d'emploi, dont l'alternance, la formation, mais pas que. Notre objectif, ça va être également de lever les freins, tout ce qui peut parasiter en fait l'accès à l'emploi ou le maintien à l'emploi. Voilà. Alors, je vais juste changer de slide. OK, voilà. Avant d'entamer donc sur des exemples de partenariat entre la mission locale angevine et puis des CFA du territoire,
Je voulais juste faire une petite parenthèse. Alors, c'est peut-être une déformation professionnelle puisque je suis sur le décrochage scolaire. Je voulais quand même évoquer rapidement avec vous donc les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. Pourquoi? Parce que il y a des liens historiques qu'on peut avoir avec des CFA parce qu'ils siègent au sein donc des plateformes de suivi hop, les PSAD. Ça va être le plus simple comme ça. Alors les PSAD, juste pour resituer, en fait, les actions des PSAD se déroulent dans le cadre du service public régional de l'orientation, puisque c'est la région, donc en lien avec les autorités académiques, qui a le rôle de mettre en œuvre la coordination de la prise en charge des jeunes sortant sans qualification. Quand je dis les jeunes sortant sans qualification, on est sur des jeunes de niveau CAP à bac maximum, d'accord? Et il se trouve que voilà, les PSAD sont animés donc par les directeurs de CIO et siègent, je pense, sur toutes les PSAD des CFA. Et donc les CFA vont aussi orienter via ce biais-là des jeunes décrocheurs. OK? Et à cette occasion-là, il y a des liens qui vont se nouer et puis on va pouvoir aller un petit peu plus loin. De la même manière, on a des liens aussi peut-être historiques avec les CFA qui dispensent les prépas apprentissages. Donc, on en a un certain nombre sur Angers, la CCI, le Greta, l'URMA, et j'en oublie un peut-être au passage. Voilà, donc c'était juste pour situer effectivement que dans le partenariat, il y a aussi cette modalité-là, donc au travers des plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, puisque là, l'idée, c'est de repérer, orienter, accompagner les jeunes donc en situation de décrochage pour pouvoir les flécher après vers la structure qui sera la mieux à même de les accompagner. Donc souvent, des jeunes qui ne veulent pas poursuivre ou retrouver un apprentissage, qui ne veulent pas être scolarisés, ils vont être fléchés vers la mission locale et nous, donc, on va prendre le relais. Je voulais faire, mais alors peut-être très rapidement sur le fonds social apprenti, puisque donc ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Souvent, donc, c'est une des clés d'entrée aussi pour instaurer un partenariat avec les CFA. Maintenant, la préconisation, là, depuis 2 années, c'est un travail collaboratif avec un conseiller d'une mission locale ou un assistant social. Auparavant, donc, ça avait un caractère plus systématique. D'accord? Donc ça, on le fait. On est en lien régulièrement avec des CFA qui vont nous solliciter pour nous demander un avis sur les dossiers Fonds social apprenti régional. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin, quoi. Alors, avant de développer ça, nous, on s'est structuré de la manière suivante à la mission locale angevine. On a 2 référentes formations qui sont dédiées, qui sont en lien avec les CFA et se répartissent donc par secteur professionnel. D'accord? Euh, Concernant le FSA, tout à l'heure, je vous disais, c'est souvent une des premières clés d'entrée. Alors, Madame Le Gall, bonjour tout d'abord. Et puis, je vais prendre l'exemple puisque l'ESA nous avait contacté, nous avait sollicité. Dans un premier temps, effectivement, c'était sur comment mettre en musique le Fonds social apprenti. On s'est rencontrés, on s'est déplacés, on a été dans le locaux de l'ESA. Et puis, ça a été l'occasion pour nous, mission locale, de mieux appréhender l'offre de formation que propose le SA. Et à l'inverse, pour le CFA, ça a vraiment été l'occasion pour nous de mieux faire connaître notre offre de services et savoir quelles pouvaient être les aides complémentaires au Fonds social apprenti. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur notre offre de services et ce qu'on peut proposer. On a défini donc des modalités d'échange avec les AD de manière vraiment précise. Dans un premier temps, donc on s'est dit que c'était peut-être pas nécessaire effectivement de nous solliciter pour tous les dossiers FSA, puisque l'ESA le gère déjà à l'habitude et voilà. Et l'idée c'était aussi de pas trop retarder les échéances.
par contre, ce qu'on a convenu, c'est que pour des jeunes qui étaient en difficulté importante et pour lesquels le Fonds social apprenti ne pouvait pas répondre à tout, c'était de nous les orienter, enfin, qu'on échange d'abord sur la situation et qu'on puisse voir, nous, en interne, qu'est-ce qu'on pouvait proposer concrètement comme solution dans notre offre de services. Hein, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Euh, on s'est mis aussi d'accord sur le fait que ce qui était intéressant, c'est aussi de flécher vers notre mission locale, à partir du moment où les jeunes dépendent de notre territoire, les jeunes rupturants, puisque malheureusement, ça arrive, dans l'idée que voilà, plus le temps de latence est long avant une autre prise en charge, plus les jeunes, en fait, ils s'enfoncent encore dans la précarité. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse avoir une réponse rapide, qui est la transmission d'informations rapidement par le CFA et que nous, on puisse intervenir le plus rapidement possible également. L'ESA transmet nos coordonnées mises locales aux rupturants. Et puis, il y avait un autre point concernant également l'obligation de formation. Monsieur Gauthier en a parlé tout à l'heure. Donc là, on s'adresse vraiment pour le public mineur. L'ESA nous communique la liste, donc tout en respectant bien entendu la RGPD, la liste des mineurs. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est en cas de rupture pour un mineur, va nous communiquer également les coordonnées des représentants légaux pour qu'on puisse nous intervenir rapidement dans l'idée, encore une fois, que le temps de latence soit le moins long, le moins long possible. D'accord? Voilà. Alors après, on peut avoir, ça c'est une des modalités qu'on a mis en place avec l'ESA. On peut en avoir d'autres avec d'autres CFA. Il y a des CFA qui n'ont pas d'assistance sociale, qui n'ont pas de médiateur social et qui donc vont nous interpeller systématiquement dès qu'il y a un dossier de FSA qui est instauré. Et là, c'est la même chose. On donne notre avis et puis, on va pouvoir aussi, au-delà de la vie, regarder en fonction de la situation rencontrée par le jeune, en fonction des difficultés, du type de difficulté, voir qu'est-ce qu'on peut activer, nous, de manière supplémentaire dans notre offre de service. Voilà, le message que j'ai un peu envie de faire passer, c'est qu'il ne faut pas hésiter, effectivement. Donc, je vois que le CFA BTP, donc en Vendée, vous êtes déjà en lien avec la mission locale. Voilà, il ne faut surtout pas hésiter donc à interpeller les missions locales des territoires, d'accord? Euh, Juste comme ça, alors je suis désolé, je vais être un petit peu brouillon. On a également aussi convenu avec l'ESA de faire des points réguliers, puisque nous, notre offre de service, elle est susceptible d'évoluer dans le temps. Il y a des nouveaux dispositifs qui arrivent, d'autres qui s'interrompent. Et donc, voilà, au moins une fois par an, de se tenir au courant, de se rencontrer pour qu'on puisse vraiment faire le point sur où on en est chacun, et puis aussi faire le point sur les sollicitations qu'on a pu avoir, notamment sur les jeunes qui nous ont été orientés. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple de collaboration qui concerne là plus précisément donc, le CFA BTP, mais sur Angers. D'accord. Le CFA BTP sur Angers, aussi confronté à une problématique de jeunes rupturants. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que ça doit être à peu près similaire aux chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure. Donc, au-delà du travail qui est fait par le CFA BTP, qui siège encore une fois donc à l'APSAD à Angers, qui va comment dire, formaliser toutes les ruptures, le CFA BTP nous oriente aussi sans attendre tous les jeunes rupturants. Mais au-delà de ça, ils nous ont sollicité pour qu'on puisse présenter sur le lieu du CFA notre offre de service.
savoir qui on est, la mission locale, qu'est-ce qu'on peut offrir comme service aux jeunes. Et là, donc, auprès de jeunes repérés par les équipes éducatives, par les formateurs, des jeunes donc en risque de décrochage, baisse de motivation, ou alors présentant des signaux, enfin, voilà, parce que des difficultés financières particulières. On a mené l'opération donc en 2023. On a fait 3 temps de présentation. Alors, ça a été assez modeste parce qu'au final, on a pu rencontrer 6 jeunes et on s'est dit que voilà, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Certes, c'était modeste, mais on trouve ça intéressant. On trouve intéressant de renouveler l'opération parce que on sait que pour les apprentis, ça peut être difficile entre leur temps de formation, entre leur temps de présence en entreprise, de pouvoir se déplacer à la mission locale. Et donc, en 2024, on va refaire 3 temps de présentation. L'équipe éducative va prendre plus de temps d'en informer les jeunes. On va passer plus sur des modalités qui vont être sur inscription pour aborder un petit peu plus le terrain. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. Mais l'idée, en tout cas, dans tout ça, c'est que qu'on puisse intervenir aussi en amont, en avant de la rupture, pouvoir proposer notre offre de service interne. L'idée, encore une fois, c'est que c'est plutôt de favoriser évidemment le maintien en situation de contrat d'apprentissage. Voilà. Alors, euh, je pourrais aussi donner d'autres exemples, hein. On travaille avec la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, on a la grande chance, c'est que pour partie, nos locaux sont hébergés par la CCI à Angers. Et donc là, autant dire que voilà, les liens ils se font de manière très fluide, puisque à la limite, il y a un, voire 2 trottoirs à traverser et c'est bon, donc on peut se rencontrer. Euh, Hormis donc tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire le travail qui peut être fait dans le cadre des plateformes de suivi d'appui aux décrocheurs, tout ce qui peut être fait dans le cadre aussi des liens via le Fonds social apprenti. On peut aussi s'appuyer sur des conventions. Alors, là, je ne vais pas m'apesantir trop puisque c'est l'actualité, mais on va dire l'actualité plutôt pour 2024. Et puis peut-être que ce sera abordé au final. Il y a une convention donc qui est signée au niveau national entre la Chambre de métier et de l'artisanat et puis l'Association nationale des missions locales et qui va décliner donc sur la région, sur les départements et puis après, voilà, entre chaque mission locale, etc. Pourquoi j'en parle? C'est que tout simplement, outre le fait il y aura certains axes qui vont être intéressants et qui vont permettre pour nous, les missions locales, peut-être de mieux orienter les jeunes qui ont des projets en apprentissage dans l'artisanat, de mieux les flécher auprès de la CMA, d'avoir un suivi sur les modalités de recrutement. Les autres modalités nous concernent par rapport à la thématique d'aujourd'hui, puisque les axes de travail, ça va être aussi de faire en sorte que les CMA puissent flécher vers les missions locales tous les jeunes rupturants. Toujours dans l'idée d'éviter le temps de latence long et éviter que les jeunes s'inscrivent enfin, s'enfoncent encore plus dans la précarité. Ça va être également aussi de pouvoir bénéficier, de permettre plutôt, enfin, allez, je m'exprime mal, permettre je recommence, je fatigue. Ça va être plutôt de faire en sorte que les chambres de métier, voilà, puissent ouvrir, permettre à leurs jeunes alternants de bénéficier de l'offre de services des missions locales. Bon, je suis un peu confus, pas tout à fait clair, mais vous voyez bien l'idée. Voilà. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, et puis je vais passer à la slide suivante, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la clé d'entrée du FSA, c'est intéressant, mais
pas toujours suffisant. Et donc, c'est intéressant, effectivement, ben, encore une fois, de mieux que vous connaissez mieux l'offre de services des missions locales pour qu'on puisse, que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'on peut proposer en complément. Alors, sans faire trop la liste de courses, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut proposer. Et je pense notamment au fonds d'aide aux jeunes. Le fonds d'aide aux jeunes, donc, ce sont des aides ponctuelles hein, proposées par les conseils départementaux, donc qui va concerner les jeunes de 18 à 25 ans. Ça, c'est le cas général pour tout ce qui est la vie quotidienne, notamment sur l'alimentation, l'hygiène, mais pas que, puisque ça peut être aussi pour la prise en charge de frais de mobilité. Quand je dis frais de mobilité, ça peut être des frais de déplacement, ça peut être le financement partiel en complément donc, du permis de conduire. Ça peut être aussi pour des réparations de véhicules, l'achat de roues, etc., etc. Et ça peut être également aussi pour tout ce qui va être des frais liés à l'hébergement ou à la recherche d'emploi. Alors, la première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que le fonds d'aide jeunes, moi j'ai des exemples effectivement en tête de CFA qui nous ont sollicité pour des jeunes qui étaient vraiment dans des situations très, très, très compliquées. L'exemple type qui me vient en tête, un jeune donc, qui démarre son contrat d'apprentissage, ça a été évoqué tout à l'heure, qui quitte le domicile parental, qui s'installe sur Angers. C'est compliqué sur Angers de trouver un logement, des frais de logement qui sont chers, des délais d'attente puisque voilà, ils ne sont pas toujours très très doués non plus pour faire les démarches administratives, donc des dossiers APL en souffrance. Une voiture achetée qui tombe en panne, des frais de réparation, des parents qui ne peuvent pas intervenir parce que voilà, c'est l'inflation, des situations compliquées au niveau parental, perte d'emploi, etc. Et là, donc, le CFA, le FSA ne pouvait pas tout prendre en charge. L'idée, c'était de se dire que le CFA allait garder le FSA, comment dire, en faire un, mais garder aussi du secours. Et nous, donc, on a pu monter un dossier fonds d'aide aux jeunes pour la vie quotidienne, pour, en complément du fonds social apprenti, faire en sorte que le jeune puisse quand même suivre son contrat d'apprentissage dans les meilleures conditions possibles. D'accord? Alors, pour tout ça, c'est vrai que les critères d'attribution, les conditions d'éligibilité sont variables suivant les départements. Euh, en Maine-et-Loire et puis donc en Sarthe, c'est possible d'activer des fonds des jeunes, mais qu'à partir de 18 ans. Par contre, dans les autres départements de la région, ils sont mieux disant, c'est possible dès 16 ans, notamment pour les apprentis. Donc, j'irai pas trop loin dans la technicité du fonds d'aide aux jeunes, mais l'idée, en tout cas, c'est que nous, on fasse un dossier qui va passer en commission. On va demander des justificatifs. Et puis, l'idée, effectivement, c'est que le jeune puisse, après, avoir une aide qui puisse lui permettre de pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin. Voilà. Au-delà du fonds d'aide jeunes, à la Miss Locale Angevine, on va pouvoir aussi s'appuyer sur toute une série de partenaires. Enfin, comme l'ensemble d'ailleurs des Miss locales, on n'a pas la réponse à tout. Par contre, on s'appuie sur un réseau associatif et de partenaires. Et je pense notamment sur tout ce qui va être les aides financières, l'aide sociale, le travail sur le budget et l'endettement. En plus de ce que nous, on peut faire, on a aussi une convention avec le Centre communal d'action sociale à Angers qui tient des permanences à la mission locale. Et donc, des fois, pour des situations très compliquées, voilà, on va plutôt flécher le jeune vers la permanence de ce travailleur social. Voilà. OK. Donc, ce qui avait été le cas d'ailleurs pour le jeune, la situation que j'évoquais tout à l'heure. La même chose aussi pour le logement. Donc, il y a pas mal de choses qui existent, des aides. Cela étant, nous, on a un partenariat avec le service logement jeune. Alors, le service logement jeune à Angers, en fait, c'est une association de FJT qui, outre tout ce qui est information, va faire du conseil logement
logement, mais va aussi aller plus loin et proposer un accompagnement au logement. Et donc ça, c'est aussi une offre de service qu'on a pu proposer à certains apprentis qui étaient en situation très très compliquée parce qu'ils étaient dans des logements pas forcément très salubres, qui coûtaient vraiment très très cher. Et donc l'idée là, c'était qu'ils puissent avoir aussi une aide personnalisée et rapide pour pouvoir trouver un autre logement. Sur la mobilité, donc outre également tout ce qui peut être fait dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes, donc je vous ai dit l'aide au permis de conduire, on va pouvoir aussi activer un certain nombre de dispositifs en complément pour pouvoir financer donc une partie du permis de conduire. Alors avant, c'est vrai qu'il y avait l'aide de la région, les 1200 euros, ça c'était très pratique, ça n'existe plus. Maintenant, voilà, toujours avec la ville d'Angers ou d'autres communes du territoire sur lequel on intervient, on a la possibilité d'activer des aides au permis. Alors, ça peut être 420 euros suivant le type de dossier qu'on fait voilà. Dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes, ça peut aller jusqu'à alors CSAS, on peut aller jusqu'à 800 euros. Fonds d'aide aux jeunes, ça peut être 420 euros. Donc voilà, c'est aussi des choses qui peuvent être très utiles. On sait effectivement que vous avez le réflexe de voir avec les jeunes dans vos structures, dans vos CFA, de vous leur parler de l'aide des 500 euros, donc de la ETA. Des fois, ce n'est pas suffisant. Sachez voilà, qu'on peut avoir dans notre besace d'autres dispositifs qui existent et qui peuvent intervenir en complément. Également aussi sur la santé. Alors, sur la santé, d'une manière. Alors, j'aurais dû commencer par là. En fait, je vais revenir sur la santé. Tout ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous parler, de vous énumérer aussi des dispositifs, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi, bien entendu, informer sur l'accès aux droits. D'accord? Je reviens sur la santé. Donc, on a une permanence d'écoute psychologique qui est gratuite. Donc là, c'est une collègue Miss Locale qui est psychologue. Et donc, voilà, on a des CFA qui nous ont orientés aussi des jeunes parce que c'était compliqué, effectivement, de les orienter peut-être vers des praticiens, d'avoir une réponse rapide. Donc ça, voilà, c'est des choses que nous, on peut aussi proposer. Et puis, bien entendu, de pouvoir les accompagner sur tout ce qui est leur compte Amélie, les mutuelles, etc. Et puis, on a également aussi une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie, là, sur Angers, qui fait que des fois, pour des jeunes qui sont dans des situations hyper compliquées, qui ont eu un arrêt de travail, qui ne retrouvent pas leur bille, etc., on peut essayer, on a un interlocuteur pour essayer de faire avancer les dossiers. Voilà, et puis, last but not least, une permanence d'information juridique. On a une conseillère mission locale qui est juriste et qui va pouvoir aussi démêler tous les aléas qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain, les abonnements à 8 000 euros pour je ne sais pas quoi. Alors, ça peut être aussi les conflits employeurs, mais ça a été dit tout à l'heure, il y a les médiateurs pour l'apprentissage, donc vaut mieux. Voilà, mais pour tout le reste, effectivement, nous, on a mis ça en place, une permanence d'information juridique à la mission locale angevine. Là, OK. Et puis, pour tout ce que je viens de dire, donc c'est l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir ouvrir cette offre de service-là aux jeunes, même s'ils sont en situation d'apprentissage, sachez que c'est possible. Et puis, évidemment, il y a aussi les apprentis en rupture ou en fin de contrat que vous pouvez nous orienter. Et puis là, avec eux, on va pouvoir mener le travail aussi bien sur la thématique orientation, donc de redéfinir un nouveau projet professionnel, la découverte de métiers, les accompagner dans leur projet professionnel, les accompagner également sur la recherche d'emploi, les techniques de recherche d'emploi, l'alternance, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus, recherche de formation.
Mais surtout, ce qui nous intéresse là, plutôt avec la thématique, hein, qui est la précarité des jeunes, c'est plutôt pour ces rupturants aussi de pouvoir bénéficier du contrat d'engagement jeune, alors que vous connaissez déjà, sans doute. Alors, de quoi s'agit-il? C'est d'un accompagnement renforcé, individualisé, d'une durée de 6 mois, mais qui peut être prolongé. Donc, on peut aller jusqu'à 12 mois. Ça s'adresse aux jeunes donc sans emploi ni formation. C'est pour ça que je parle bien ici là des rupturants, des jeunes qui ont arrêté leur contrat d'apprentissage. L'objectif, c'est d'aller vers l'emploi durable. Et puis, on va être sur un programme intensif, 15 à 20 heures hebdo d'activité. Là, c'est toute l'offre de services qu'on peut leur proposer, les ateliers qu'on peut proposer, nous et la mission locale, les actions de formation auprès des partenaires, etc., etc. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que le contrat d'engagement jeune, il y a la possibilité donc d'avoir une allocation. D'accord? Cette allocation, c'est de 216 € pour les mineurs. Ça peut aller jusqu'à 528 €. Par contre, voilà, c'est aussi en fonction de leurs ressources antérieures et bien entendu aussi sous condition que les jeunes respectent leur engagement. Voilà, donc j'en ai à peu près fini. Je regarde si je suis dans les délais ou pas, 15h10. Merci beaucoup, C'était Nicolas, à, hein, de c'était cette à peu près ça. En tout cas, voilà, peut-être juste pour résumer, ce que j'ai un peu envie de dire ça. L'idée, c'est vraiment ouais, l'interconnaissance à partir du moment où on se rencontre, qu'on échange, qu'on puisse nous expliquer ce qu'on fait sur le terrain, quelle est notre offre de service. En complément du FSA, qu'est-ce qu'on peut apporter? Il y a plein de choses qui peuvent être en face faites, des initiatives qui peuvent être prises. Là, je reprends l'exemple avec le BTP CFA. Et ben voilà, se déplacer dans vos centres, présenter qui on est. Voilà, je crois que ça avait été évoqué aussi avec l'ESA. Bon, on ne l'avait pas mis en place, mais voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Et puis, ce qui est vraiment important, voilà, c'est le réflexe, effectivement, de flécher vers nous les rupturants, voilà, de pas hésiter à prendre contact avec nous. Voilà, que ce soit par l'APSAD ou pas, peu importe. L'important, c'est vraiment réduire les délais entre la rupture et puis une nouvelle prise en charge. Et puis, j'ajouterais juste une chose, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure aussi, nous, on accompagne bien entendu hein, les jeunes vers les contrats d'apprentissage. Donc, on a des jeunes apprentis qui sont chez vous, qu'on connaît bien. Ça peut arriver des fois qui, au départ, c'est tout beau, tout fonctionne bien. Et puis, plus le temps passe, des fois, il peut avoir des coups de mou, des petits trous. Il ne faut pas hésiter effectivement à nous recontacter dans ces cas-là, puisque nous, c'est vrai que le suivi il va être un petit peu plus distendu puisqu'ils sont en situation. On regarde les 2, 3 premiers mois si tout se passe bien. Maintenant, si au bout de 6 mois, il y a un trou, un trou d'air, voilà, que nous, on ne le sait pas, il ne faut pas hésiter à nous contacter. N'hésitez pas à vous rapprocher des missions locales de vos territoires. Merci Voilà beaucoup, en clair. Nicolas. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, on va essayer d'être garant du timing parce qu'on a un petit peu dépassé sur, sur ce qu'on avait prévu. Ah, c'est pas moi. Ah non, non, c'est collectif, il y a pas de souci. Moi, je vous propose en complément simplement de vous partager le site Pro Choisir mon métier. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans l'onglet formation, les dispositifs et aides financières, ça vous permet en cliquant sur Je suis un apprenti, on valide, on a 68 résultats qui concernent les apprentis. Donc, vous avez toute une liste là de dispositifs et d'aides financières possibles. Alors, attendez, Excuse-moi, Claire, on ne n'oubliez voit pas. pas. Ah, voilà. Ouais, je recommence. Vous allez sur Pro Choisir mon métier, vous allez dans Formation, dans les dispositifs et aides financières, vous cliquez sur Apprenti, vous validez les apprentis, 68 résultats. Et là, ça vous permet de voir un certain nombre d'aides et dispositifs possibles sur l'ensemble de la région. Donc après, vous cliquez sur un des dispositifs et vous avez un peu plus de détails. Et si vous voulez avoir encore plus de détails, n'hésitez pas à contacter le numéro vert qui est affiché à droite, la 0800 203 103. Et les collègues du Carrefour pourront vous renseigner sur le dispositif. Voilà, j'arrête cette présentation et puis je passe peut-être la parole à Morgane pour conclure ce webinaire.
Écoute, je pense que tous les témoignages ont été très riches, notamment en rebond du dernier témoignage de Monsieur Morvan de la mission locale. En effet, c'est au programme 2024 de rapprocher le réseau des missions locales avec le réseau des CFA, parce que bien évidemment, en plus des missions pédagogiques, il y a tout ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les freins périphériques. Donc, vous savez bien, hein, mobilité, logement, santé. Et c'est prévu qu'on travaille plus finement avec le réseau des missions locales et des directeurs de CFA sur 2024. Il y a déjà des choses qui sont enclenchées avec la RML, déjà des dates qui circulent. Donc, vous voyez, ce pas des paroles en l'air. Merci beaucoup hein, pour ce webinaire et pour votre participation. Et puis, je vous dis à bientôt. C'est Merci. ProCMM dans le chat, la petite question. Oui, je vous donnerai le support. J'enverrai le support à tout le monde. Merci à tous.